Le 14 mai 2025, la presse française était plongée dans la tristesse lorsque Daniel Bilalian, l'une des icônes de la télévision publique, s'éteignait à l'âge de 78 ans à son domicile de Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine. Il est décédé après une longue bataille contre le cancer, une bataille douloureuse tant physiquement que mentalement, laissant ses proches le cœur brisé. Ses obsèques, célébrées de manière simple mais solennelle en l'église Saint-Pierre de Neuilly, furent le lieu où sa famille, ses collègues et ceux qui l'aimaient se sont réunis pour lui dire au revoir. Daniel Bilalian, avec ses cheveux poivre et sel, sa voix grave et son regard perçant, a laissé un immense héritage dans le journalisme, depuis ses débuts comme reporter à Reims jusqu'à devenir présentateur des journaux télévisés de 13h et 20h sur Antenne 2, puis directeur des sports de France Télévisions. Cependant, derrière ce halo se cache une vie remplie de profonde tristesse, de défis difficiles et de moments où il a dû faire face à une douleur indescriptible. Sa plus grande tristesse, sa carrière brillante, mais non sans turbulence, et les défis qu'il a surmontés sont la preuve d'un homme qui a vécu pleinement avec passion, même si son cœur portait de nombreuses blessures qui n'ont jamais guéri. La mort de Daniel Bilalian marque la fin douloureuse d'un long et riche voyage. Au cours des derniers mois de sa vie, il a lutté contre le cancer, une maladie que sa famille n'a pas détaillée publiquement, mais dont le collègue Gérard Holtz a révélé qu'elle l'avait laissé si faible qu'il ne pouvait pas tenir un téléphone dans ces dernières semaines. Daniel, autrefois un homme plein d'énergie, avec une voix tonitruante dans les nouvelles et de la détermination dans la salle de rédaction sportive, est maintenant allongé dans un lit d'hôpital, confronté à la douleur physique et à l'impuissance alors que son corps n'obéit plus à sa volonté. Il a dit un jour à sa femme, Frédéric Renimel, qu'il n'avait pas peur de mourir, mais qu'il avait peur de partir sans dire tout ce qu'il voulait dire. Dans ces derniers jours, Daniel essayait encore de garder l'habitude de lire le journal chaque matin, même si sa vue se détériorait et que ses mains tremblaient. Il suit l'actualité politique, sportive et culturelle, comme il le fait depuis plus de 4 décennies, comme si cela l'aidait à conserver une part de lui-même. Lorsqu'il rendit son dernier souffle, à ses côtés se trouvait Frédéric, sa femme qu'il avait accompagnée dans ces dernières années, et sa fille Marguerite, avec laquelle il regrettait toujours de ne pas avoir passé assez de temps. Sa mort n'est pas seulement la perte d'un individu, mais celle d'une icône, d'un homme qui a façonné la façon dont le public français consomme l'information et le sport. Les obsèques de Daniel Bilalian ont eu lieu 3 jours plus tard, le 17 mai 2025, en l'église Saint-Pierre de Neuilly, lieu qu'il fréquentait durant ses années de résidence à Neuilly-sur-Seine, où il était également conseiller municipal. La cérémonie s'est déroulée en privé, conformément aux souhaits de Daniel, pour un adieu simple et sans prétention. L'église, avec ses anciens murs de pierre et sa douce lumière qui brille à travers les vitraux, est plongée dans une atmosphère solennelle. Frédéric, le visage triste mais essayant de rester forte, se tenait à côté de Marguerite, qui ne pouvait retenir ses larmes en regardant le cercueil recouvert de fleurs blanches. D'anciens collègues de France, télévision, comme Gérard Holtz, Patrick Chen et Agnès Varamian, étaient présents pour partager la douleur. Gérard Holtz, dans un bref discours, a déclaré que Daniel était un ami, un professeur et une personne qui a toujours mis l'intérêt public en premier. Il a raconté l'époque où ils couvraient ensemble le Tour de France, où Daniel, malgré sa fatigue après de longues heures de travail, prenait quand même le temps de discuter avec de jeunes reporters, leur inculquant la passion du métier. Patrick Chen, la voix étranglée, se souvient de l'humour britannique de Daniel, quelqu'un qui savait toujours apaiser les tensions dans la rédaction avec une plaisanterie subtile. Agnès Varamian, qui partage l'héritage arménien de Daniel, dit que c'est lui qui lui a appris à maintenir son intégrité dans le journalisme, quelle que soit la pression. Outre sa famille et ses collègues, la cérémonie a également été marquée par la présence de plusieurs personnalités politiques, comme la ministre de la Culture Rachida Dati, qui a salué Daniel comme l'incarnation d'un journalisme sérieux et passionné. Le président Emmanuel Macron, bien qu'absent,
a envoyé une lettre qui a été lue lors de la cérémonie, dans laquelle il qualifiait Daniel de journaliste qui a consacré sa vie aux idéaux de la télévision publique. Après la cérémonie, le corps de Daniel a été incinéré et ses cendres ont été dispersées sur l'île aux Moines, où lui et Frédéric s'étaient mariés, un endroit qu'il aimait pour sa paix et sa beauté sauvage. La plus grande tristesse dans la vie de Daniel Bilalian est une combinaison de traumatismes d'enfance, de pertes personnelles et de sentiments d'incompréhension dans sa carrière. Né le 10 avril 1947 à Paris, Daniel grandit dans une famille avec son père, Krikor Bilalian, un tailleur arménien émigré après avoir fui le génocide, et sa mère, Maria Cuvillier, originaire du Pas-de-Calais. Krikor, naturalisé par Charles de Gaulle en 1945 pour ses services durant la Seconde Guerre mondiale, était un patriote français farouche, mais aussi extrêmement strict. Il place de grandes attentes sur Daniel et son frère Gérard, exigeant qu'ils deviennent des Français exemplaires et prospères pour prouver la valeur de leur famille d'immigrants. Daniel, un garçon sensible et rêveur, a souvent l'impression de ne pas être à la hauteur des attentes de son père. Il a dit un jour que lorsqu'il était enfant, son père le traitait de peu ambitieux, une remarque qui a fait pleurer Daniel et l'a hanté pour le reste de sa vie. Il a toujours eu le sentiment de n'avoir jamais rendu son père fier, même après être devenu l'un des journalistes les plus célèbres de France. Cette tristesse s'est accentuée lorsque Krikor est mort, laissant Daniel avec le regret de ne jamais avoir été reconnu par son père. Une autre perte fut la mort de son frère Gérard en 2000, que Daniel considérait comme un ami proche et un compagnon durant les années difficiles. Gérard est mort subitement d'une crise cardiaque et Daniel a dit un jour que le perdre, c'était comme perdre une partie de lui-même. Il ressentait de la douleur parce qu'il n'avait pas eu le temps de dire à Gérard tout ce qu'il chérissait. Et cette tristesse devint une blessure qui ne guérit jamais. Au cours de sa carrière, Daniel a également souffert de critiques pour son manque de rigueur, de conservatisme ou de flexibilité. Il a un jour fondu en larmes dans sa chambre après avoir lu un article le décrivant comme un présentateur sans vie, même s'il avait mis tout son cœur dans son travail. Ses chagrins, depuis les attentes de son père, la perte de son frère, jusqu'au sentiment d'être incompris, forment une douleur profonde, une partie indissociable de la vie de Daniel. La carrière de Daniel Bilalian a été un voyage de plus de 4 décennies, au cours duquel il a obtenu de grands succès, mais a également été confronté à des échecs douloureux et à des efforts qui l'ont fait pleurer. Diplômé en droit de l'Institut d'études politiques de Toulouse, Daniel débute sa carrière de journaliste au journal L'Union à Reims en 1968, où il apprend à écrire rapidement, avec précision et en profondeur sur les événements locaux. En 1971, il rejoint l'ORTF, où il travaille comme correspondant régional à Reims, puis à Lille, avant de s'installer à Paris pour travailler pour Antenne 2, le prédécesseur de France 2. Il s'y établit rapidement comme un reporter politique avisé, avec une couverture très appréciée de la politique intérieure. En 1976, Daniel est nommé animateur du journal télévisé d'Antenne 2 Midi et, de 1979 à 1986, il devient un visage familier du journal de 13 heures. Son style d'animateur, avec ses cheveux poivre et sel soigneusement peignés, sa voix grave et son regard direct vers la caméra, a conquis le public. Il a continué à animer l'émission de 20 heures. L'actualité en 1985, mais seulement pour quelques mois avant d'être remplacé par Claude Sérillon, un événement qui le laissa profondément blessé. Cependant, Daniel n'a pas abandonné. Il revient en 1987, présentateur du journal télévisé du week-end, et de 1994 à 1998, il reprend le journal de 20 heures. Nouvelle, consolidant sa position. En plus d'animer, Daniel produit également des émissions telles que Star à la barre et Mardi soir, où il fait preuve de créativité et de flair. Un moment mémorable fut un entretien tendu avec Bernard Tapie en 1984 à propos de l'affaire du Crédit Lyonnais, où Daniel fit preuve de finesse et ne craignit pas la confrontation.
Son plus grand succès survient en 2004, lorsqu'il est nommé directeur des sports de France Télévisions, poste qu'il occupe jusqu'en 2016. Durant cette période, il dirige la couverture d'événements majeurs tels que les Jeux Olympiques, le Tour de France et Roland-Garros, faisant de France Télévisions la première destination des amateurs de sport. Il a également été nommé Chevalier de la Légion d'honneur en 2005, une reconnaissance de ses contributions. Cependant, la carrière de Daniel n'a pas été sans revers. Il a été critiqué pour sa gestion de la rédaction sportive, notamment sa décision d'ajouter Élodie Gossuin, Miss France 2001, à l'équipe de couverture du Rallye Dakar, une décision perçue comme non professionnelle. En 2010, il a dû faire face à un vote de défiance de la part de journalistes sportifs qui l'ont accusé de gestion autoritaire et d'inattention éditoriale. Ces moments ont laissé Daniel